Attention, cet épisode contient des informations qui peuvent heurter certaines personnes. Je n'entrerai pas dans les détails des incidents, mais je parlerai globalement de maltraitance d'enfants et d'animaux. Je ne donnerai aucun détail choquant et inutile, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Nous sommes le 29 juillet 1993. Le soleil ardent frappe Tellico, Texas, et la chaleur, tout comme les moustiques, sont insupportables. Dans une partie isolée, sur une route en travaux, pas encore terminée, et reliée par un vieux pont de bois qui passe au-dessus du ruisseau Smith, une équipe de voirie travaille à lisser le bitume. Tout semble normal, mais ce jour-là va bientôt devenir l'un des plus sombres que la région ait jamais connu, et la vie de beaucoup va changer à jamais. Caché parmi les buissons, il tombe sur une scène horrifiante. Le corps nu d'une jeune fille en état de décomposition. L'odeur est insupportable. Elle a été poignardée, blessée par balle dans le dos, décapitée, éventrée et mutilée. Son corps entier est couvert de blessures. Les ouvriers regardent rapidement autour du corps, mais ses vêtements sont introuvables. L'un d'eux reste près d'elle, tandis qu'un autre part chercher de l'aide. La police ne tarde pas à arriver, et même pour les agents les plus expérimentés, l'affaire est d'une brutalité sans nom. Et aussi horrible que cela puisse être, la situation allait empirer. Car à 60 mètres de la dépouille de cette jeune fille, sous le pont au-dessus du ruisseau Smith, ils découvrent un autre corps. Il s'agit cette fois-ci du corps d'un jeune garçon. Face contre terre, il présente 2 blessures par balle à la tête. Un portefeuille est retrouvé non loin, mais étant donné qu'il n'y a pas de pièce d'identité avec une photo, il se base sur la carte de bibliothèque et suppose qu'il s'agit d'un certain James Brian King. Par contre, tenter d'identifier le corps de la jeune fille s'avère beaucoup plus difficile. Elle a été décapitée, il n'a donc pas été possible de la retrouver grâce à son dossier dentaire. Ses mains ont été coupées, il n'a donc pas été possible non plus de relever ses empreintes digitales. Le test effectué sur ses parties intimes confirme qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle, même si on lui a retiré ses vêtements. La médecin légiste dira plus tard qu'il s'agissait du pire cas de mutilation qu'elle ait jamais vu au travail et que la nature des blessures suggérait que le tueur était resté avec le corps pendant un certain temps après sa mort. Sur place, les enquêteurs se dispersent pour recueillir des indices, et proche d'une clôture en fil barbelé, quelque chose attire immédiatement leur attention. Plusieurs cheveux blonds sont restés coincés. Ils sont récupérés et partent en analyse. Plus tard dans la soirée, les agents appellent d'autres services de police aux alentours pour savoir s'il y avait eu des disparitions chez eux, et l'un d'eux leur confirme qu'en effet, la disparition de 2 enfants avait été signalée. L'un d'eux s'appelle Brian King. Les enquêteurs localisent le père de James Brian King, connu apparemment sous le nom de Brian, et se rendent chez lui pour leur montrer le portefeuille et la carte de bibliothèque, et également pour qu'il confirme la description physique de son fils. Malheureusement, ça match. Le cadavre retrouvé sous le pont est bien celui de Brian King, 14 ans. Le père déclare que la jeune fille dont le corps a été retrouvé pourrait être sa belle-fille, Christina Benjamin, âgée de 13 ans, qui est la fille de sa compagne. Mais en raison de l'état dans lequel son corps avait été retrouvé, il ne pouvait pas en être sûr. Il raconte aux agents une drôle d'histoire. Quelques nuits plus tôt, il a été réveillé par le bruit d'une voiture qui s'est arrêtée devant sa maison, qui a klaxonné 2 fois et qui s'est éloignée. Lorsque la voiture est repassée, quelques minutes plus tard, il a regardé par sa fenêtre et a vu une voiture de couleur marron éteindre ses phares et se garer devant sa maison. Le père raconte alors qu'il s'est levé du lit et s'est rendu à la porte d'entrée. En regardant dehors, il a vu son fils de 14 ans, Brian, s'approcher à pied de la voiture et parler aux personnes qui s'y trouvaient. Il n'a pas pu distinguer leur visage. Pas inquiet, le père est allé rapidement aux toilettes, mais à son retour, Brian et la voiture avaient disparu. Il dit avoir attendu le retour de son fils pendant environ 1 heure avant de se recoucher.
Et lorsqu'il s'est levé le lendemain matin, il a constaté que Brian et sa belle-fille de 13 ans, Christina, n'étaient pas dans leur chambre. Essayant de ne pas paniquer, le père et sa nouvelle compagne, la mère de Christina, ont attendu de voir si leurs enfants reviendraient. En fin d'après-midi, toujours sans nouvelles, ils décident d'effectuer des recherches eux-mêmes dans les endroits les plus connus de la ville, puis ont finalement signalé la disparition des 2 jeunes à la police. Quand on interroge les familles sur une éventuelle fugue, la petite sœur de Christina, qui dort dans la même chambre qu'elle, a quelque chose d'important à dire à la police. Elle raconte que ce soir-là, Brian est entré dans la chambre pour venir chercher Christina et qu'il s'était enfui. Cela semblait donc avoir été planifié à l'avance. Les agents prennent une des brosses à cheveux de Christina dans la salle de bain pour comparer ses cheveux avec ceux retrouvés dans les barbelés de la scène de crime. Les analyses sont formelles, il s'agit bien des mêmes cheveux. Sa famille a également remis à la police une radiographie qu'ils ont récemment faite à Christina pour une blessure au pied. Idem, la radio coïncide avec la blessure au pied de la dépouille, qui est maintenant identifiée. La nouvelle est dévastatrice. Les parents sont désespérés. Mais qu'a-t-il bien pu leur arriver? Qui leur a fait ça? Ils ne comprennent pas. Il s'agit d'une petite ville où tout le monde se connaît. Et leurs enfants étaient si jeunes, ils avaient encore tellement de choses à vivre. Des examens plus approfondis sont effectués sur les dépouilles et sur le pantalon de Brian, ils retrouvent des cheveux blonds. Mais curieusement, ils n'appartiennent pas à Christina. Sur la semelle de ses chaussures, une fibre de couleur cannelle provenant d'un véhicule probablement de marque et de modèle japonais est retrouvée. Le corps des 2 jeunes sont déjà en état de décomposition et en analysant les larves qu'ils contiennent, ils peuvent déterminer qu'ils ont été déposés là environ 2 jours avant qu'ils ne soient retrouvés et que Brian et Christina ont été tués entre la fin de la soirée du 26 juillet 93 et le matin du 27 juillet, soit la nuit de leur disparition. Enfin, les fragments de balles retrouvés sur les 2 corps semblent être de calibre 22. Les enquêteurs décident de faire appel à un profiler. Ce dernier ne croit pas que ce crime ait eu une motivation sexuelle, ce qui semble étrange étant donné que Christina a été retrouvée nue. Il précise également que la personne responsable a probablement des antécédents de maltraitance animale. D'après lui, il s'agit de quelqu'un qui aime blesser et mutiler. Qu'il a certainement pris des objets sur la scène du crime pour les garder comme trophées. Pour lui, le tueur est un homme asocial et organisé, avec accès à une voiture et des antécédents de toxicomanie et d'alcoolisme. C'est Christina qui était la véritable cible de ce meurtre, plein de colère et de haine. Quand tout à coup, le téléphone sonne. C'est un appel anonyme, bref et captivant. La personne à l'autre bout du fil leur dit qu'ils devraient s'intéresser à un jeune homme du nom de Jason Massey. Les enquêteurs décident de creuser cette piste. Après tout, c'est tout ce qu'ils ont pour le moment. Alors ils se mettent à la recherche de ce Jason, mais le retrouver semble plus difficile que prévu. Jason Eric Massey est né le 7 janvier 1973. C'est un jeune homme de 20 ans, pour le moment introuvable. En discutant avec ses amis pour essayer de se faire une idée de lui, ils apprennent des choses troublantes à son sujet. Jason est une personne violente qui aime tuer les animaux. Ils gardent leur tête dans un réfrigérateur comme des trophées. Il a d'ailleurs déjà eu des condamnations pénales à ce sujet, mais rien ne l'arrête. Les enquêteurs sont interloqués. Et puis souvenez-vous de ce que le profiler a dit, que le responsable des meurtres aimait faire du mal aux animaux. Pour l'instant, ça colle. Il faut creuser cette piste. Les policiers effectuent une enquête de voisinage et discutent avec le cousin de Jason. Il leur révèle qu'il possédait un pistolet de calibre 22 qu'il a entreposé chez sa grand-mère avant de partir en voyage cet été-là. Quand il a appris que 2 adolescents avaient été tués par balle de calibre 22, il est allé vérifier si son arme se trouvait toujours cachée sous l'évier de la cuisine. Mais elle avait disparu. Il dit qu'il pense que c'est son cousin Jason qui a volé l'arme, mais il n'a aucune preuve pour le démontrer. Après, effectivement, plusieurs témoins déclarent avoir vu Jason se promener en ville avec un pistolet ces derniers temps. Mais bon, ça ne veut rien dire. Le témoignage d'un ami de Jason, Christopher, est vraiment très intéressant. Quelques jours avant la disparition de Brian et Christina, il raconte qu'il était dans la voiture avec Jason. Christopher était un ami de Christina et il a proposé à Jason d'aller la voir. Toujours partant pour rencontrer des filles, Jason a accepté et une fois sur place, il a flirté avec Christina.
Il avait 20 ans, et elle, 13. C'est dégoûtant. Et le pire, c'est qu'elle lui a avoué qu'elle aimerait bien sortir en douce de chez elle de temps en temps. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il lui a dit qu'un soir, bientôt, il passerait devant sa maison en voiture et klaxonnerait. Ce serait le signal pour elle de quitter la maison et de le rejoindre au bout de l'allée. Et lorsque Jason et Christopher sont partis, Jason a parlé de Christina d'une manière très dérangeante et sexuellement explicite, disant qu'il voulait la tuer et la mutiler. Jason lui a également dit que s'il y avait un tueur en série dans le quartier, ce serait lui. Christopher dit au policier qu'il n'a pas prêté beaucoup d'attention à ce que Jason avait dit ce soir-là, car Jason parlait souvent comme ça. Les policiers parlent également à une jeune fille, elle aussi prénommée Christina, qui a vu Jason dans la nuit du 26 juillet. Elle a déclaré qu'il était parti après 23 heures et qu'il avait agi de manière très étrange et qu'il avait sur lui des menottes et une arme à feu. Mais ces témoignages ne permettent pas d'inculper formellement Jason, vous vous en doutez bien. Il faut plus, il faut des preuves, et c'est Jason lui-même qui va leur en donner. Fin juillet, le propriétaire d'une station de lavage locale appelle la police pour leur raconter ce qu'il a vu quelques jours plus tôt. Il dit qu'un soir tard, vers 23h30, il a vu un jeune homme arriver à bord d'une Subaru couleur marron, qu'il s'est installé dans l'emplacement de lavage et a jeté des objets dans la poubelle, puis est remonté dans sa voiture et a commencé une marche arrière. Mais quand le jeune homme a vu qu'il était observé, il a remis sa voiture dans l'emplacement et a commencé à passer l'aspirateur. Quelques jours plus tard, il explique avoir reconnu la photo de Jason dans le journal comme quelqu'un qui pourrait être impliqué dans les meurtres et que c'est pour ça qu'il a fini par appeler. Les enquêteurs se rendent immédiatement à la station de lavage. Une fouille de la poubelle et du contenu de l'aspirateur permet de découvrir un bandana rouge sur lequel on retrouve des cheveux blonds, des débris de verre et un bulletin de salaire du KFC portant le nom de Jason Massey. Les cheveux sont envoyés en analyse et pendant ce temps, les policiers obtiennent finalement un mandat de perquisition pour sa voiture et la maison où il vit avec sa mère et sa sœur. Commençons par la voiture. Un échantillon de la moquette est prélevé. Ils trouvent des taches rouge foncé sur le volant, le siège arrière et sur un couteau de cuisine qui se trouve dans la boîte à gants. Là-dedans, ils retrouvent aussi un tournevis, une clé anglaise et une paire de menottes. Bien qu'il n'y ait aucune trace de l'arme, ils tombent sur un reçu pour l'achat de balles de calibre 22. En fouillant le coffre, ils découvrent d'autres indices, un rouleau de ruban adhésif et un drap, tous deux tachés de sang, une petite hache et un marteau qui semble également porter du sang. Tous les échantillons partent en analyse. En attendant, les policiers perquisitionnent son domicile et les preuves continuent de s'accumuler. Ils retrouvent 2 articles de journaux sur les meurtres, des menottes et une boîte à couteau. Puis, le résultat des analyses tombe. Et il est sans appel. Les taches rouges retrouvées dans la voiture sont bien des taches de sang. En raison de l'état des corps, le laboratoire n'a pas pu comparer le sang et les objets trouvés dans la voiture de Jason avec celui des dépouilles, mais ils ont trouvé un autre moyen. Ils ont utilisé l'ADN de leurs parents, et grâce à cette technique, ils ont pu déterminer que le sang était très probablement celui de Christina. Il y a donc une correspondance génétique entre le sang de la mère de Christina et le sang trouvé sur le siège de la voiture, le couteau, la clé anglaise, le tournevis, le ruban adhésif et le marteau. Concernant les cheveux, et également ceux retrouvés sur le bandana rouge, il s'avère qu'ils correspondent avec ceux retrouvés sur la scène de crime dans le fil barbelé et qu'il s'agit de ceux de Christina. Souvenez-vous, une fibre de couleur marron a été retrouvée sur la chaussure de Brian. Cette fibre correspond à celle de la moquette de sol de la Subaru de Jason. Ils ont aussi retrouvé un cheveu blond sur le pantalon de l'adolescent. C'est le cheveu de Jason. Il n'y a plus aucun doute. Jason est le meurtrier de Brian et Christina. Un mandat d'arrêt est délivré. Il paraît que lorsqu'il a été placé en état d'arrestation, Jason a souri. Le vendeur de Walmart, qui a été retrouvé grâce au reçu trouvé dans la voiture de Jason, est invité au poste de police pour participer à une identification. Devant lui se trouvent plusieurs jeunes hommes blonds et il confirme sans hésitation avoir vendu des balles pour un pistolet de calibre 22, 2 couteaux et des menottes à Jason. Le 17 mars 1994, Jason Massey est accusé du crime capital de 2 meurtres. Il se déclare innocent.
Son procès s'ouvre le 28 septembre 1994 et Jason plaide non coupable. Encore un tueur dans le déni. Au procès, de nombreuses histoires du passé de Jason refont surface et il s'avère que le jeune homme était très perturbé depuis des années. Jason n'a pas eu une enfance très heureuse. Fils d'une mère célibataire, cette dernière le laissait régulièrement dans la voiture pendant qu'elle sortait boire un verre. Et quand sa petite sœur Jonia est née, rien n'a changé. Son enfance a été instable et sa famille a beaucoup déménagé. Pendant un temps, ils ont même vécu dans la voiture. La mère laissait ses enfants seuls pendant de longues heures. Elle était violente, les battait et cachait souvent leur nourriture. S'ils essayaient de manger quelque chose, elle les frappait avec une pelle ou une ceinture. Mais pour Jason, la goutte d'eau qui a fait déborder la violence de son petit corps d'enfant, c'est quand un garçon a abusé sexuellement de lui quand il avait 9 ans. Et c'est à partir de là que tout a pris une tournure très sombre. Il tue son premier animal, un chat. Il se met à frapper les autres enfants avec des bouts de bois. En grandissant, il commence à abuser de diverses substances et à consommer beaucoup d'alcool. En 91, quand Jason a 18 ans, sa mère l'emmène pour une évaluation psychiatrique après avoir découvert 2 de ses journaux et avoir été très troublée par leur contenu. En effet, une note du 19 janvier 91 précise qu'il a essayé de tuer sa petite amie, mais qu'il a échoué. Il écrit, je cite, « J'en ai assez de me sentir comme une merde parce que je suis incapable de tuer. » Au procès, le psychiatre qui l'a examiné à ce moment-là, le docteur Decleva, revient sur les détails de ses conclusions de 1991. Pour lui, l'examen des journaux a révélé le désir de Jason d'entamer un voyage sacré pour devenir tueur en série. Dans ses journaux, Jason énumère les noms de plusieurs filles qu'il veut tuer et déclare qu'il veut graver son nom dans la société. Il a également fait part de son désir de s'en prendre à la société et de causer un immense chagrin et une grande souffrance. Jason décrit ses fantasmes très violents et sadiques et précise qu'il souhaite lire sur les procédures criminelles et policières afin d'éliminer la possibilité de se faire prendre pour les crimes qu'il voulait commettre. Le docteur Decleva témoigne que l'élément le plus alarmant dans les entrées du journal de Jason était le passage apparent de la fantaisie à une planification plus délibérée, plus réelle, comme le fait d'acheter des armes. Après son évaluation, le docteur Decleva a conclu que Jason souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale et qu'il représentait une menace imminente pour autrui. Il fait donc interner Jason à l'unité de soins psychiatriques intensifs de Dallas. Le docteur Decleva déclare au procès qu'il n'existait aucun traitement efficace pour quelqu'un comme Jason, que de tels individus représentent une menace durable pour la société et qu'ils ont un risque extraordinairement élevé de tuer encore et encore. Mais problème, d'autres médecins examinent Jason à l'époque et ne sont pas d'accord avec le pronostic. Le jeune homme finit donc par quitter l'hôpital. Après sa sortie, il écrit, je cite, « Le système a eu sa chance. Alors, que puis-je dire ? Ce n'est pas de ma faute. Quand ils ont lu mon journal, ils avaient une bonne raison de m'aider. » En 92, à 19 ans, il menace une jeune fille à l'aide d'un couteau dans l'intention de l'agresser sexuellement. Mais heureusement pour la jeune fille, sa mère est entrée à la maison et l'a mis dehors sans ménagement, la sauvant d'une agression certaine. Mais quelque chose a vrillé dans l'esprit de Jason. Il est bouleversé et il écrit dans son journal à quel point ce jour a été important pour lui. Il écrit que c'est à partir de ce jour-là qu'il a commencé à avoir hâte de tuer quelqu'un. Mis à la porte de chez lui, il part seul dans la forêt et enterre symboliquement la jeune fille en secret. Mais le pire, c'est que toute cette affaire aurait pu être évitée. Au printemps 93, quelques mois avant le meurtre de Brian et Christina, la police d'Ennis a arrêté Jason et a trouvé non seulement de la drogue et un couteau dans sa voiture, mais aussi un chat avec une corde autour du cou. Les sources diffèrent sur le fait que le chat ait été retrouvé mort ou vivant. Ils ont également mis la main sur un journal où se trouvait une liste sordide. En fait, c'était le compte-rendu de tous les animaux que Jason a tués dans sa vie. 7 vaches, 41 chats et 32 chiens. C'était la deuxième chance pour mettre Jason hors d'état de nuire. Mais malheureusement, il est condamné à peine 4 mois de prison et est libéré plus tôt que prévu. C'est à sa sortie qu'il s'en est pris à Brian et Christina. Un enquêteur du service du shérif du comté d'Ellis lit au jury des extraits de lettres que Jason a écrites pendant qu'il était en prison.
Le jeune homme y raconte qu'il aime lire sur les armes, la guerre et les enquêtes policières. D'autres témoins passent à la barre. Un chasseur explique qu'il est tombé sur un réfrigérateur contenant plus de 30 crânes d'animaux que Jason Massey avait mutilés et tués. Mais ce n'était pas tout. Le réfrigérateur contenait également plusieurs journaux intimes appartenant à Jason, intitulés Slayer's Book of Death, volume 1 à 4, traduit par Le livre de la mort du tueur. Ils sont datés entre 1989 et 1993 et détaillent ses horribles pensées et sentiments. Dans l'un d'eux, Jason écrit qu'il était sur le point de commencer sa carrière de tueur en série et de meurtrier de masse. Il précise qu'il voulait devenir, je cite, une machine à tuer. Il écrit qu'il voulait saisir la société par le cou et la secouer de terreur jusqu'à ce que les gens se réveillent et réalisent ce qui se passe. Je veux leur rappeler qui je suis et pourquoi ils ont croisé mon chemin. Au fil des années, ces journaux deviennent de plus en plus violents et fixent des objectifs pour un grand nombre de meurtres. L'une des annotations disait « Ma vie a consisté à courir après les filles, à trouver celles à violer et à tuer. Mais le viol ne suffit pas. Je dois avoir le corps pendant 1 ou 2 jours de plus pour le serrer dans mes bras, lui parler et lui faire l'amour. » Serait-il ce qu'il s'est passé pour Christina ? La légiste a précisé que le tueur avait gardé le corps pendant 2 jours avant que les policiers ne le retrouvent. Vient ensuite le tour du professeur de 3e de Jason et de l'une de ses anciennes camarades de classe. Les deux ont déclaré qu'à l'époque déjà, Jason faisait de fréquents commentaires sur le meurtre et qu'il idolâtrait Charles Manson. Sa camarade de classe a déclaré qu'elle avait reçu des appels téléphoniques de sa part, ainsi que des lettres dans lesquelles Jason disait qu'il rêvait de la tuer. Plus tard, il a volé puis tué le chien de cette adolescente et a versé le sang sur sa voiture. L'un de ses anciens amis déclare au tribunal que Jason était obsédé par l'idée d'allumer des incendies et qu'il parlait souvent de tuer et de blesser des animaux et qu'il appelait cela, je cite, « une poussée d'adrénaline, une excitation, un amour pour la mutilation ». Pour l'accusation, voici le déroulé des faits. Vers minuit, le 27 juillet, Christina et Brian sont montés dans la voiture de Jason pour faire un tour. Arrivé sur le pont de la route en travaux, Jason a arrêté la voiture et utilisé un pistolet de calibre 22 pour tirer 2 balles dans la tête de Brian. Puis, il a sorti le corps de la voiture et l'a jeté par-dessus le pont. Terrorisée, Christina est sortie du véhicule et a couru pour sauver sa vie. Mais Jason l'a poursuivie et, utilisant la même arme, lui a tiré dessus et l'a blessée dans le dos. La blessure ne mettait pas sa vie en danger, mais après sa chute, il lui tira une balle dans la tête. Une fois morte, il la poignarda et mutila son corps, notamment en lui coupant la tête avec le couteau retrouvé dans sa voiture, tête qu'il a gardée comme trophée, comme il le faisait avec les crânes d'animaux. Il est ensuite resté longtemps avec le corps de Christina jusqu'à ce que l'odeur et la vision de la dépouille ne deviennent insupportables. Malgré ce qu'il a écrit dans son journal, il ne l'a pas agressée sexuellement, ni avant, ni après le décès de la jeune fille. La tête de Christina ne sera jamais découverte. C'est au tour de la défense. L'avocat de Jason déclare que l'enquête n'était pas terminée et qu'elle n'a pas été menée à bien car tous les suspects possibles n'avaient pas été interrogés. Il ajoute que les preuves matérielles n'étaient pas concluantes, mais qu'elles étaient fondées sur des probabilités, comme notamment les résultats de l'analyse de sang. Il précise également que cette nuit-là, il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture lorsque Brian a parlé au conducteur, et donc que n'importe qui d'autre aurait pu être le meurtrier. Puis la défense décide de jouer sur la sensibilité du jury. L'avocat déclare que Jason Massey n'était pas né pour être un tueur à gages, que c'était un enfant, qu'il voulait un père, qu'il voulait de l'amour, mais qu'au lieu de cela, il a été rejeté et battu. Mais il est difficile de défendre l'indéfendable. Les preuves sont là. Au fait, vous vous souvenez de l'appel anonyme qui a donné l'idée de se renseigner sur Jason ? Les policiers ont retrouvé l'homme. Il s'appelle Paul. Au procès, il déclare qu'avec Jason, ils ont parlé de voler des filles et de prendre de la drogue ensemble. Ils ont aussi participé ensemble à un vol à main armée et ont également tué des animaux ensemble. C'est lorsqu'il a découvert ce qui était arrivé à Christina et Brian qu'il a décidé d'appeler la police.
Pour finir, l'État présente le témoignage du docteur Griffith, psychiatre judiciaire, qui, après avoir lu les extraits des journaux et des lettres de Jason, ainsi que les observations du docteur Decleva et les rapports d'autopsie des victimes, conclut que Jason serait un véritable danger pour la société et qu'il ne pourrait jamais être réadapté. Le docteur Griffith déclare que si le trouble de la personnalité antisociale peut s'atténuer chez certains individus avec le temps et l'âge, ce n'est pas le cas dans une situation aussi grave que celle de Jason Massey. L'attitude de Jason, étayée par les preuves présentées lors du procès, incite le jury du comté d'Ellis à ne prendre que 15 minutes avant de décider, le 6 octobre 1994, que Jason Massey était coupable. L'une des peines était la peine de mort par injection létale. Alors, l'État n'a que 24 heures pour préparer le dossier et plaider en sa faveur. Ils utilisent des extraits de son journal pour montrer non seulement l'ampleur de sa cruauté envers les animaux, mais aussi qu'il avait prévu de tuer à nouveau à plusieurs reprises. Ils ressortent un extrait qui disait qu'il voulait être le tueur en série le plus connu des États-Unis. 24 heures plus tard, l'État rend son dossier et la motion est acceptée. Jason Massey sera exécuté par injection létale et le juge a déclaré que sa mort serait plus clémente et plus humaine que celle de Brian et Christina. Ces paroles provoquent les applaudissements de la salle d'audience. À la toute fin du procès, le juge demande à Jason « Monsieur Massey, avez-vous un commentaire à faire sur votre condamnation ?» Il répond, je cite « Non madame, je suis simplement content que ce soit terminé. » Quelque temps plus tard, le procureur, qui a travaillé sur cette affaire, affirme, je cite, « Il est impossible d'attribuer un mobile à une affaire comme celle-ci. Je pense qu'il l'a fait parce que c'était agréable. Jason Massey tenait des statistiques sur le nombre de personnes qu'il devrait tuer chaque mois pour atteindre le chiffre de 1000. Ses cibles préférées étaient de loin les jeunes filles de 11 à 13 ans. C'est presque un miracle que nous l'ayons arrêté aussi rapidement dans sa carrière. J'ai rencontré beaucoup de mauvaises personnes, mais personne n'était aussi mauvais. » Jason fait appel. Entre autres, il affirme que son avocat était incompétent et indifférent. Son appel est rejeté. La Coalition canadienne contre la peine de mort, une association, se positionne sur l'affaire et dépose une demande pour qu'elle soit rejugée, au titre que la police n'a pas enquêté sur d'autres suspects potentiels et que la défense n'a appelé personne pour témoigner sur la santé mentale de Jason au moment des faits. Elle déclare également que la juge semblait ennuyée et indifférente tout au long du processus. Elle est déboutée au motif que les dossiers présentés étaient incomplets et incorrects. Pendant les années où il est resté dans le couloir de la mort, Jason a refusé de révéler où se trouvaient la tête et les mains de Christina. Et malgré de nouvelles recherches, elles n'ont jamais été retrouvées. Les années passent et nous arrivons en 2001. C'est l'heure de l'exécution pour Jason. Il aura passé 8 ans dans le couloir de la mort. 1 mois avant la date prévue, il est interviewé par un journal local et déclare, je cite, « J'ai changé, et les gens changent. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous changeons. J'éprouve beaucoup de colère pour les erreurs stupides que j'ai commises, mais en même temps, je reconnais que la colère n'est qu'une émotion. » L'injection est prévue pour le 3 avril 2001. Le jour J, Jason prononce ces derniers mots. « Tout d'abord, j'aimerais parler à la famille de la victime. Je ne peux pas imaginer ce que je leur ai pris, mais je veux m'excuser et leur faire savoir que je l'ai fait. Ils savent que je suis coupable. Je m'excuse, et je sais qu'ils ne pourront peut-être pas me pardonner dans cette vie et dans ce monde, mais j'espère qu'un jour, dans le futur, ils pourront me pardonner. Et je veux que vous sachiez que Christina n'a pas souffert autant que vous le croyez. Je le promets, je donne ma parole. Je sais que vous voulez savoir où se trouve le reste de son corps. J'ai jeté les restes dans la rivière Trinity. Maintenant, je m'adresse à ma famille. Je vous aime tous très fort et je veux aussi m'excuser auprès de vous pour ce que j'ai fait. Pour toute la douleur que j'ai causée, mais toute cette douleur nous a rapprochés les uns les autres et toute cette souffrance que nous avons traversée nous a tous rapprochés du Seigneur et, en fin de compte, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? C'est ça l'important, la place que Dieu a en nous. Aujourd'hui, je peux dire, face à la mort, que Jésus est Seigneur. Il a changé ma vie et je sais que lorsque je quitterai ce corps, je rentrerai chez moi pour être avec le Seigneur pour toujours. C'est tout ce que je veux dire. Je vous aime tous et je ne vous dirai pas au revoir, car je vous reverrai. Je t'aime, papa.
Ce soir, je danse dans les rues d'or. Que ceux qui n'ont pas péché jettent la première pierre. » L'heure de sa mort est annoncée à 18h20, 8 minutes après l'administration des médicaments. La grand-mère de Christina a déclaré qu'elle ne pouvait pas juger Jason Massey, mais qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Jason est le 6e condamné à mort de l'année 2001 au Texas et le 245e depuis que l'État a repris les exécutions capitales en 1982. Les meurtres violents de Brian King et de Christina Benjamin ont ému cette petite communauté et ont laissé une marque indélébile sur tout le monde. Les horreurs qu'ils ont endurées cette nuit de juillet 1993 sont trop horribles pour que l'on puisse même y penser. Et l'indignité qu'ils ont subie après leur mort est tout aussi atroce. Et c'était la très triste histoire de Brian King et de Christina Benjamin. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!